Rebecca Schaeffer est une jeune actrice américaine de 21 ans qui va perdre la vie en 1989 à cause d'un fan qui lui vouait une obsession intense et malsaine. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Rebecca Schaeffer, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire américaine un peu plus connue que les autres histoires que je traite en temps normal sur ma chaîne. Mais voilà, cette histoire m'a vraiment beaucoup touchée et cette jeune fille, je ne la connaissais pas vraiment avant mes recherches. Mais voilà, elle m'a aussi beaucoup touchée et voilà, j'ai trouvé cette histoire très triste et j'avais envie de la partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse progresser et avancer dans ce monde de YouTube. Et aussi, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram si vous en avez envie. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Rebecca Lucille Schaeffer est née le 6 novembre 1967 dans une petite ville près de Portland, dans l'état de l'Oregon, aux États-Unis. La maman de Rebecca, Dana, était écrivaine et enseignante au Portland Community College. Son papa, Benson, était lui psychologue pour enfants. Rebecca était leur seul enfant et elle a grandi avec ses parents dans les dogmes de la religion juive. Rebecca a vécu une très belle enfance et à l'adolescence, elle a intégré le Lincoln High School. Elle réfléchissait alors à ses choix de carrière future et étant assez ancrée dans la religion, Rebecca avait comme idée de devenir rabbin. Alors je pensais que rabbin c'était seulement pour les hommes, mais en me renseignant j'ai vu que Rebecca, en tout cas dans sa collectivité, là où elle pratiquait sa religion, eh bien elle pouvait devenir rabbin en étant une femme. Mais bon, elle ne deviendra pas rabbin parce que les choses vont être un petit peu différentes pour elle. En fait, au cours de sa première année au lycée, Rebecca a commencé le mannequinat et tout de suite ça va assez bien marcher pour elle. Et c'est vrai que Rebecca était extrêmement jolie, tout le monde le disait et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle aura une aussi grande carrière. Elle était aussi décrite comme une jeune fille très douce mais parfois quelque peu naïve. Elle est apparue dans les catalogues de grands magasins ainsi que dans des publicités télévisées. En plus de ça, pour se lancer dans le cinéma, elle faisait des petites figurations dans des téléfilms. En août 1984, donc quand Rebecca approchait ses 18 ans, ses parents lui ont permis de déménager à New York. En fait, Rebecca avait commencé le mannequinat à l'âge de 14 ans, elle n'avait pas lâché l'affaire, là elle allait avoir 18 ans et c'est vrai que là où elle habitait, elle pouvait avoir des petits succès, mais c'était rien comparé à la carrière qui pouvait attendre si elle déménageait dans une plus grande ville encore comme New York. Donc voilà, ses parents ont cédé, ils se sont rendus compte que Rebecca voulait vraiment faire ça et ils ont donc accepté qu'elle prenne son envol sans ses parents. Une fois à New York, elle a intégré la Professional Children's School, qui est en fait une école pour les jeunes acteurs. Quand je dis acteurs, c'est aussi mannequins, en tout cas plein d'enfants qui font des métiers déjà à leur âge, un petit peu dans l'art, dans la télévision, dans le cinéma. Voilà, donc c'est une école à New York qui permet aux enfants qui veulent progresser dans leur carrière artistique de quand même continuer à suivre des cours. Donc autant vous dire que Rebecca a directement fréquenté aussi des enfants stars. Et puis aussi à ce moment-là, Rebecca va avoir son premier rôle dans un feuilleton qui s'appelle Guiding Light. I'm afraid you'll have to, Cindy. I'm Mandy Sue Lewiston, and I'm about to wed Lord Ellington. La même année, elle décrochera le rôle de Annie Barnes dans le feuilleton One Life to Live, diffusé sur la ABC. Son personnage dans cette série restera actif pendant 6 mois, donc c'est vraiment un bon tremplin pour sa carrière. En même temps, et vous allez voir que Rebecca était une jeune femme très motivée. Elle essayait aussi de percer dans le mannequinat. Mais voilà, malheureusement, elle mesurait 1m70 et elle était considérée comme trop petite, donc elle avait du mal à trouver du travail. En fait, elle arrivait à trouver des jobs de mannequin pour des plus petites marques, des marques de prêt-à-porter, mais pas pour de la haute couture, parce que dans la haute couture, ils voulaient des mannequins très grandes, etc. Donc,
Ça, elle était un petit peu bloquée à ce niveau-là parce que donc elle était trop petite. Mais voilà, Rebecca, elle commence un peu sa carrière en tant qu'actrice, ça marche pas très bien pour elle en tant que mannequin, et elle se dit, c'est bête parce que moi, ce que je veux faire, c'est devenir mannequin, et limite, si elle était actrice, c'était aussi un petit peu pour se faire repérer en tant que mannequin. Donc, elle se dit, je vais peut-être changer de pays, même de continent, pour essayer de voir si ma taille conviendrait mieux dans un autre pays avec d'autres idéaux féminins. Et donc, c'est comme ça que Rebecca va déménager au Japon 1 an seulement après être arrivée à New York. Mais voilà, une fois au Japon, on la considérait encore comme étant trop petite, moins qu'en Amérique, mais quand même. Mais l'autre problème au Japon, c'est qu'on va la considérer comme étant trop grosse. Elle était très mince, Rebecca, mais bon, pour les Japonais, en tout cas, ils la trouvaient trop grosse pour faire du mannequinat. Donc, Rebecca va bien comprendre qu'elle n'a pas sa chance non plus au Japon et elle va retourner vivre aux États-Unis, mais cette fois-ci, elle va vivre à Los Angeles. Rebecca veut donc continuer sa carrière d'actrice et c'est comme ça qu'en 1986, Rebecca va décrocher un petit rôle dans le film de Woody Allen, Radio Days. Pour arrondir ses fins de mois, elle travaillait aussi comme serveuse et faisait un peu de mannequinat pour des petites marques de vêtements. Malgré tout, elle apparaîtra en couverture du magazine Seventeen, qui était quand même un très gros magazine, et c'est grâce à cette couverture qu'elle va se faire repérer et que sa carrière va réellement décoller. En fait, c'est un producteur de télévision qui va la voir, qui va la repérer et qui va lui faire passer un casting pour la série My Sister Sam. Et là, Rebecca décrochera le rôle de Patricia, qui était donc le rôle principal. I'm Patty Russell, and this is my sister Sam. I just moved in. We haven't lived together since we were kids. I was raised by our aunt and uncle. Yeah, things sure have changed. I used to dress her. I can't wear this out in public. La série aura alors un grand succès et sera dans le top 25 pendant toute la diffusion de sa première saison. Mais malheureusement, elle sera annulée au milieu de sa deuxième saison en avril 1988. Après ça, Rebecca continuera tout de même sa carrière d'actrice et aura encore plusieurs rôles au cinéma. Mais aussi, elle deviendra la porte-parole de l'association caritative pour enfants qui s'appelle Thursday's Child. Bon, nous sommes maintenant en 1989. Rebecca a 21 ans et vit toujours à Hollywood dans un appartement dans le quartier de West Hollywood, qui est un quartier résidentiel de Los Angeles où beaucoup de stars y vivent justement. D'ailleurs, pour l'anecdote, la rue où Rebecca vivait à ce moment-là était la même rue que Brad Pitt qui venait justement de lancer sa carrière au cinéma. Mais voilà, maintenant plongeons-nous dans la journée du 18 juillet 1989. Ce jour-là est un grand jour pour Rebecca parce que sa carrière va encore une fois être propulsée. En fait, Francis Ford Coppola a prévu de lui faire parvenir le scénario officiel du 3e volet du film Le Parrain. Il aimerait en fait que Rebecca puisse y jouer le rôle de Mary, la fille de Michael Corleone. Autant vous dire que c'est un grand jour pour elle parce que juste après avoir reçu le scénario, elle devait alors aller rencontrer Coppola pour discuter un petit peu à propos du rôle. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la fille de Francis Coppola qui jouera ce rôle au final. Bon, sinon, nous sommes donc le 18 juillet, il est 10h du matin et la sonnette de chez Rebecca retentit. Alors, elle a son interphone qui est en panne, donc elle ne peut pas ouvrir avec le petit bouton, donc elle est obligée de descendre au porche principal de l'appartement pour ouvrir à la personne. Rebecca se précipite donc en bas de son immeuble pour ouvrir à la personne qu'elle imagine être le facteur. Mais voilà, en ouvrant la porte, elle se rend bien compte que ce n'est pas le facteur, mais plutôt un jeune homme qui a l'air un petit peu confus, un petit peu stressé. Le jeune homme lui dit alors qu'il est son plus grand fan. Il lui montre alors une photo dédicacée qu'il avait reçue d'elle par la poste à l'époque où Rebecca jouait encore dans My Sister Sam. Rebecca le remercie alors, elle prend le temps de discuter quelques petites minutes avec lui, puis elle lui dit qu'elle a une grosse journée qui l'attend, qu'elle attend un scénario et que donc elle ne peut pas lui parler plus longtemps et donc elle lui dit au revoir et décide de s'en aller. D'ailleurs, elle terminera même la conversation en disant à son fan « Porte-toi bien », puis referme la porte et retourne dans son appartement. 1 heure plus tard, donc vers 11h du matin, la sonnette ressonne une nouvelle fois et Rebecca se dit « Ok, maintenant c'est sans doute le facteur ». Elle descend une nouvelle fois de son appartement, ouvre la porte et se retrouve une nouvelle fois face à ce jeune homme. Et Rebecca, un petit peu interloquée, lui dit « Ah, c'est encore toi ».
Le jeune homme lui dit alors qu'en fait il a une lettre et un CD pour elle et qu'il n'a pas vraiment pensé à lui donner juste avant, 1 heure plus tôt. Et donc c'est pour ça qu'il a ressonné à la porte, c'est pour lui donner ses cadeaux. Et donc Rebecca lui dit à ce moment-là: ok, c'est gentil, mais dépêche-toi parce que j'ai pas le temps. Par rapport à ça, l'homme dira au journaliste un peu plus tard: c'est comme si je la dérangeais. J'ai trouvé que c'était une chose très dure à dire à un fan. Mais voilà, en fait, cet homme n'avait pas vraiment de cadeau pour l'actrice. Il va à la place sortir un 357 Magnum et va lui tirer dessus en pleine poitrine sur son Porsche. Rebecca aurait alors hurlé et demandé pourquoi à 2 reprises. Très vite, le corps de Rebecca sera retrouvé. Les médecins essayeront de la réanimer, mais la pauvre était déjà décédée. Le but était maintenant de retrouver l'assassin et ce fut assez facile. Déjà, les enquêteurs vont remarquer une chemise jaune qui avait été jetée par terre à quelques pâtés de maison de chez Rebecca. Et selon plusieurs témoins, cette chemise jaune appartenait à un homme qui rôdait dans le quartier depuis toute la matinée et qui paraissait assez étrange. Donc, la police se dit directement que cette chemise jaune appartient au tueur. Mais en plus de ça, à côté de la chemise jaune, les policiers vont retrouver un étui à fusil. Donc je pense que là, on est sûr et certain qu'il s'agit bien de la chemise et de l'étui du tueur. Et puis aussi, un exemplaire du livre L'attrape-cœur de Salinger va être retrouvé. Mais voilà, quelques heures plus tard, les policiers vont même recevoir l'appel d'une femme qui leur dira que voilà, elle suspecte son frère parce que quelques heures avant le meurtre, son frère lui aurait téléphoné et lui aurait dit qu'il se trouvait à quelques pâtés de maison de chez Rebecca. Et donc, évidemment, elle se dit que son frère est possiblement le meurtrier. Aussi, elle dira que son frère s'appelle Robert John Bardo. Le lendemain du meurtre, donc le 19 juillet 1989, Robert a été localisé à Tucson, une ville du désert de Sonora, en Arizona, donc pas mal loin de Los Angeles. En fait, Robert se tenait pas loin d'une grande route et allait sur la route, puis retournait un peu, pas sur le trottoir, mais sur la bande d'arrêt d'urgence. Et donc, il allait sur la route à chaque fois qu'une voiture passait. Donc, il essayait en fait de mettre fin à ses jours. En plus de ça, Robert criait qu'il était coupable et que c'était lui qui avait tué Rebecca Schaeffer. Les policiers de la ville viendront alors l'arrêter et les enquêteurs montreront sa photo aux témoins et tous le reconnaîtront. Les témoins diront même qu'il avait passé toute la matinée à demander aux habitants du quartier où habitait exactement Rebecca. Donc autant vous dire qu'on est sûr que c'était lui. Robert sera alors placé en détention provisoire et pour être sûr qu'il ne sorte pas, les policiers vont lui mettre une caution de 1 million de dollars, donc personne ne peut payer sa caution pour qu'il soit remis en liberté. Je vais donc maintenant vous parler un peu de ce Robert John Bardo. Il est âgé de 19 ans et vit dans la ville de Tucson, là où il a été arrêté. Robert est donc un très très grand fan de Rebecca Schaeffer, mais avant ça, il avait été aussi très très fan d'une petite fille assez connue qui avait 10 ans à l'époque et qui s'appelait Samantha Smith. Cette petite fille était une militante pour la paix qui était connue pour avoir écrit une lettre aux dirigeants russes dans l'espoir de mieux comprendre les relations soviéto-américaines qui étaient donc tendues. Il avait donc suivi cette jeune fille partout où il allait, il en était fan, mais le 25 août 1985, Samantha sera victime d'un accident d'avion et décédera. Robert va alors tourner la page et va jeter son dévolu sur Rebecca. D'ailleurs, c'est en 1987 qu'il recevra sa première lettre dédicacée de Rebecca et suite à ça, il prendra même l'avion jusqu'à Los Angeles pour tenter de la voir. Il avait alors tenté de rentrer dans les studios hollywoodiens pour la voir, mais le vigile devant l'entrée lui avait dit que ce n'était pas possible. 1 an plus tard, donc en 1988, Robert avait repris l'avion pour essayer de rentrer dans les studios hollywoodiens pour voir Rebecca, sauf que à l'entrée, il y avait de nouveau un vigile qui était le même que le vigile qu'il avait rencontré 1 an plus tôt, et ce vigile avait un petit peu eu pitié de lui. C'était un jeune adolescent qui était fou amoureux, fan de Rebecca Schaeffer, et donc il lui avait dit: je suis désolée, je peux pas te laisser rentrer, mais allez, viens dans ma voiture et je te raccompagne jusqu'à l'aéroport. Dans la voiture, ils avaient un petit peu discuté et il avait dit à Robert: écoute, ne viens plus, reprends l'avion et voilà, c'est trop compliqué de la voir comme ça et tu te fais du mal.
Et à ce moment-là, Robert avait dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, un mois plus tard, Robert revient encore devant les studios, sauf que cette fois-ci, donc c'est de nouveau le même vigile, il veut rentrer, le vigile lui dit non, mais cette fois-ci, on va se rendre compte que sur lui, il avait un couteau. À ce moment-là, les psychologues vont essayer de comprendre comment Robert était passé d'un fan qui idolâtrait Rebecca à un fan qui voulait sa mort. On comprendra que le point de bascule se trouve au moment où Rebecca a joué dans un film qui n'a pas du tout plu à Robert. Il s'agissait d'une comédie noire qui s'appelle Sense from the Clays Struggle in Beverly Hills. Évidemment, Robert n'avait pas perdu une seconde avant de regarder ce film, mais voilà, le problème est que dans le film, Rebecca avait une scène dans un lit avec un autre acteur. En voyant cette scène, Robert se serait alors mis dans une colère noire, il aurait ressenti une jalousie immense et se sentait trahi par la femme qu'il aimait. Il aurait même dit que pour lui, Rebecca était devenue comme les autres actrices d'Hollywood et puis l'insultera. Avec ça, Robert était donc devenu fou de rage et il avait donc décidé d'entreprendre son plan macabre. Il s'était d'abord rendu dans une agence appelée Anthony Agency, une société de détectives privés de Tucson. Il y avait emmené une photo de Rebecca et avait dit à son détective que Rebecca était une vieille amie à lui et qu'ils avaient perdu contact. Il voulait donc retrouver son adresse actuelle pour pouvoir lui envoyer un petit cadeau. Finalement, le détective privé trouvera très facilement l'adresse de Rebecca et on informera Robert contre 300 $. Donc voilà, après ça, Robert n'avait qu'une seule idée en tête, c'était d'acheter un fusil. Robert va donc se vendre dans un magasin d'armes, il va demander à acheter un fusil, sauf que là, le vendeur va lui dire non. La raison était assez simple. Robert avait en fait de gros soucis de santé mentale et il avait été diagnostiqué schizophrène quand il était encore enfant. Il avait même dû passer tout un temps en hôpital psychiatrique, donc en voyant ça, évidemment, le vendeur lui a dit « Non, je peux pas vous vendre un fusil parce que on ne sait pas ce que vous pouvez en faire. » Mais voilà, Robert ne va pas s'arrêter là et donc il va demander à son frère, Edward, de lui acheter son fusil. Alors Edward, lui, je ne sais pas à quel point on peut dire qu'il est coupable, mais en gros, son frère lui avait dit « Écoute, achète-moi un fusil, moi je peux pas, c'est juste parce que j'ai envie de venir avec toi, qu'on fasse une activité entre frères, qu'on aille tirer, parce que du coup, Edouard allait tirer, vous voyez les sports où les Américains, ils vont tirer dans des cibles, etc. » Donc, Robert lui avait dit « Moi aussi, j'ai envie de faire ça avec toi, mais achète-moi une arme, parce que moi je ne peux pas. » Et Edouard, lui, en avait acheté une. C'est comme ça que Robert, une fois armé, va décider de planifier son voyage à Los Angeles. Et d'ailleurs, la veille de son voyage, il va décider d'envoyer une lettre à sa sœur, une lettre très vaste, où on peut y lire par exemple « J'ai une obsession de l'inaccessible. Je dois éliminer ce que je ne peux pas atteindre. » Par contre, à aucun moment dans sa lettre, il parle de Rebecca ou de même tuer quelqu'un vraiment. Et je pense qu'en écrivant ça, il savait que la lettre prendrait tout son sens une fois qu'on saurait ce qu'il a fait. Bon, sinon la suite vous la connaissez, Robert assassinera Rebecca et finira en détention provisoire. En 1991, son procès s'ouvrira et son avocat, Stéphane Galindo, dira clairement que Robert n'aurait absolument pas pu planifier son geste. En fait, selon son avocat, la schizophrénie de Robert était trop forte et il n'était donc pas capable d'élaborer un plan, mais qu'au contraire, tout était impulsif. D'ailleurs, quand on demandera à Robert pendant le procès pourquoi il a commis ce geste, il dira « Il y avait quelque chose de très spécial à propos de Rebecca. Je ne pouvais tout simplement pas la lâcher. » De plus, Robert dira pendant le procès qu'il s'identifiait à Mark David Chapman. Si vous ne le connaissez pas, Mark David Chapman est un homme né en 1955 aux États-Unis et qui a été rendu tristement célèbre en 1980 après avoir tué le chanteur John Lennon de 4 balles dans l'abdomen. Aussi, est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit qu'on avait retrouvé la chemise jaune ainsi que l'étui à fusil de Robert à quelques pâtés de maison de chez Rebecca, mais qu'on avait aussi retrouvé un livre. Le livre retrouvé était L'attrape-cœur de Salinger.
Eh bien, Robert dira que Chapman portait ce livre sur lui quand il a tué John Lennon. Lui aussi avait décidé d'apporter ce livre avec lui pour commettre son meurtre. Donc, dans cet aveu, on comprend bel et bien que le crime avait été prémédité, chose que l'avocat de Robert essayait de démentir, mais bon, c'était un peu peine perdue. Le psychiatre de Robert ajoutera même quelque chose pendant le procès. Il expliquera que la chanson Exit de U2 avait donné l'idée à Robert de tuer Rebecca. D'ailleurs, je vais vous lire quelques paroles de la chanson et vous allez pouvoir comprendre un petit peu pourquoi est-ce que Robert a pu s'identifier à cette chanson et comment ça a pu susciter quelque chose en lui. Donc on pouvait écouter. Tu sais, il avait le remède, mais par la suite, il s'est perdu. Il avait l'habitude de rester éveillé pour éloigner les rêves qu'il a eus. Il voulait croire en les mains de l'amour. La chanson continue et plus tard, on peut écouter. Une main dans la poche, les doigts touchant l'acier, le pistolet pesait lourdement. Et son cœur, il pouvait en sentir le battement. Oh mon amour, alors les mains qui créent peuvent aussi détruire les mains de l'amour. Au final, le juge dira que Robert ne pouvait pas être simplement fou, car il avait tout de même traqué Rebecca pendant 2 ans avant de la tuer. Par rapport à ça, moi je sais pas vraiment quoi penser. Évidemment qu'il devait être fou, enfin je pense que les gens qui font ce genre de choses ont un problème mental. Je pense pas que... J'ai du mal à imaginer qu'une personne saine d'esprit fasse ça. De base, il devait avoir un problème. En plus, il a été diagnostiqué schizophrène. Donc pour moi, il était surtout fou. Sa place était peut-être même dans un hôpital psychiatrique. Mais bon, le juge a lui exprimé le fait que s'il a traqué Rebecca pendant 2 ans, c'est qu'il n'était pas fou. Par rapport à ça, je vous donne juste mon avis, mais vous aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, si pour vous, il était fou ou si pour vous, c'était de la préméditation et qu'il a pu essayer de se cacher un peu derrière sa folie. Je ne sais pas vraiment quoi en penser personnellement, donc voilà, dites-moi en commentaire. Mais donc c'est comme ça que le 29 octobre 1991, Robert Bardo a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il a ensuite été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Si vous vous demandez, Robert est actuellement incarcéré à la prison d'État d'Avenal en Californie. Aussi, en 2017, il a été poignardé 11 fois par un codétenu, mais il s'en est sorti. En prison aussi, Robert passe son temps à dessiner des célébrités et ce qui est vraiment fou et même macabre, c'est qu'un certain nombre de ses dessins sont disponibles à l'achat en ligne et on peut même y voir des dessins de Rebecca. Pour ce qui est de Rebecca, après le meurtre, elle a été enterrée au cimetière Ahavey Sholom de Portland en Oregon. D'ailleurs, plus de 200 personnes ont assisté à l'enterrement. Et des milliers de personnes ont aussi exprimé toutes leurs condoléances. Ce fut vraiment un moment difficile pour ses parents, mais aussi pour son petit ami qui vivait avec elle au moment des faits. Ce qui a découlé de ce fait divers, c'est qu'en 1990, la Californie a adopté la toute première loi américaine contre l'harcèlement. Et d'ailleurs, depuis 2019, les 50 États des États-Unis ont adopté cette loi contre l'harcèlement. D'ailleurs, si l'histoire vous intéresse, la chaîne YouTube ABC News a publié la série d'épisodes qui s'appelle Your Biggest Fan, qui parle justement de l'histoire de Rebecca. Je vous mets le premier épisode dans la barre de description, dans la section source, ce sera le premier lien si ça vous intéresse. Voilà, c'est comme ça que se termine cette très triste histoire. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!